Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 4, expliquer un jeu facile ou pas? Salut tout le monde, bienvenue au 4e épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. On a cette semaine le retour de David. Comment ça va David? Hey, salut Mathieu, je vais super bien, merci beaucoup. L'automne est enfin arrivé, on aura donc encore plus l'occasion de sortir nos jeux de société. Ouais, exactement, on va pouvoir avoir moins honte de jouer pendant il va faire noir dehors, donc on se sentira moins comme si on gaspillait notre journée, tu sais. Exactement. Et dis-moi, j'ai entendu dire que le week-end dernier, pendant que certains de tes compatriotes québécois passaient la frontière pour aller à la Gen Con aux États-Unis, toi tu passais une autre frontière pour te rendre à Vichy. C'était sans doute pas seulement pour aller y boire de l'eau. Qu'est donc tu allé faire à Vichy? Ouais, bon, merci pour la petite introduction. Je suis allé au Festival de jeux de Vichy. Donc, c'était la 4e édition de ce festival-là. Et puis, pour moi, pour la chaîne YouTube, c'était la première fois que j'allais à un festival de jeux. Donc, c'était sur 3 jours. Moi, j'ai pas pu y être là le dernier jour. Qui était réservé pour les professionnels. Donc, j'ai pu avoir un badge presse, ce qui a fait que j'ai pu aller sur les 2 étages, donc celui qui était réservé au public et à la presse. J'ai pu tester plein de nouveaux jeux. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je suis super excité pour certains jeux que je vais parler dans mes découvertes. J'ai pu parler avec Monsieur Catala lui-même et sa femme. On a eu une belle discussion autour des jeux de société et puis sa passion à elle, parce que bien sûr, si on est marié à Bruno Catala, c'est qu'on aime les jeux de société. Hein? Il vaut mieux, ouais. Donc, ouais, plein de belles choses que je vais parler d'ailleurs dans mes découvertes de la semaine. Mais avant d'arriver aux découvertes de la semaine, je voudrais qu'on revienne sur la question de la semaine dernière. Donc, cette semaine, j'étais très content parce qu'on a eu beaucoup de réponses. Malheureusement, on n'a eu aucun top 5 déception. Donc, j'aurais voulu avoir encore des gens qui m'appuient dans ma décision de dire que Santorini, c'est une déception. Mais malheureusement pas. Je vais vous lire la réponse de Romain Gremou. Donc, souvenez-vous, la question c'était « C'est quoi votre plus gros achat dans les jeux de société? » Alors, Romain nous dit « Question compliquée vu mes commandes, mais en y repensant, je dirais tous les zombicides. Plus précisément, les saisons 2 et 3 ainsi que l'extension Angry Neighbors. » C'est des jeux que j'ai découverts quand je me suis lancé dans le jeu de société et j'avais tout de suite accroché au principe coopération ensemble contre le jeu. Malheureusement, je n'y ai plus retouché depuis un bon moment. Entre autres car le jeu est trop gros et complexe pour des joueurs novices et un peu trop ennuyant pour des joueurs qui s'y connaissent, car c'est un de ces fameux jeux de coopération où un joueur va être le leader et va dire aux autres quoi faire avec leur personnage. Malgré tout, j'espère pouvoir y rejouer à l'occasion pour pouvoir rentabiliser les 300 francs que j'ai mis dans ces jeux. Beaucoup d'argent, ça. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Oui. T'as déjà joué à Zombicide? Je connais, mais j'avoue que je n'y ai jamais joué. Et moi, pour avoir regardé quelques vidéos, entendu parler, j'ai l'impression que c'est pas trop tard pour s'y lancer, mais il y a tellement d'autres jeux qui me tentent plus que j'ai pas vraiment envie de me lancer dans cette série de jeux. Ouais, c'est intéressant en plus ce qu'il dit Romain, parce que ça revient à ce qu'on en parlait la semaine passée avec Benji, de ces jeux coopératifs qui justement attendent à ce qu'une personne lead et puis dise allez, fais ça. Donc ça, c'est vrai que je suis très d'accord avec Romain. Moi, j'avais ce problème-là aussi avec Zombicide. Donc, deuxième réponse qu'on a eue, ça vient de Christophe Kozel qui nous écrit « Donc, le plus gros montant que j'ai dépensé pour un seul jeu, c'est pour un petit jeu que j'ai précommandé au début de cet été avec toutes les extensions. Et bien sûr, un tapis pour y jouer, hein? Donc ça, c'est normal. Hein? On le comprend. Le jeu se nomme Doomlings. Le jeu est seulement offert en anglais, par contre, mais je suis tombé en amour avec le artwork des cartes. Tu vois, Benji, même lui, il dit tomber en amour, donc c'est... Ouais, ça se dit. C'est beau. J'ai payé 80$ et ce n'est qu'après avoir effectué la transaction que je me suis rendu compte que c'était en dollars US, donc en dollars américains. Ça veut dire que mon montant total en dollars canadiens revenait à 100$. Pour un petit jeu, ça a commencé à faire beaucoup, je trouvais, donc pas besoin de vous dire que j'attends le jeu avec beaucoup d'impatience. De toute façon, il est rare que je dépense une telle somme pour un jeu, donc je ne regrette pas du tout mon achat. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup 100$ pour un petit jeu. Je connais pas Doomlings, mais je me demande à quel point c'est petit. Tu connais toi, David? Non, ça me dit rien. C'est vrai que personnellement, j'évite de m'intéresser aux jeux qui n'ont pas de version française. Déjà, ça me permet de faire une sélection. J'en achète déjà suffisamment comme ça sur Kickstarter et en magasin pour
encore dépenser sur des jeux qui ne sont qu'en anglais. Ça me dit rien. Après, c'est vrai que là, il a 100$ canadiens. Il va pouvoir rajouter les frais de port en espérant qu'il n'aura pas encore de mauvaises surprises, voire des taxes, etc. Donc, ça fait vite un certain montant. Maintenant, oui, j'ai déjà dépensé ce genre de somme sur Kickstarter. Alors, plutôt pour des plus gros jeux. Mais bon, ça ne me surprend pas, surtout par les temps qui courent et ce que l'on voit sur cette plateforme. On a aussi 5 autres réponses qu'on a eues sur la page Facebook, donc ils sont assez courtes, je vais vite passer dessus. Donc il y a Michael Lebel qui nous dit « La Designer Edition de Small World ». Et puis il a mis une photo, donc Small World avec ça a l'air d'être des belles pièces. Il nous a pas dit le montant, mais j'imagine que ça coûte un certain montant. Ensuite, on a Benoît Pradine qui dit « Sans hésiter, Terraforming Mars avec toutes les extensions, un insert et plein de matos pour pimper mon jeu. Et quel jeu! » Ça, c'est un bel achat, Merci, ça. Benoît. Ouais, ça, c'est surtout pour pimper le jeu, parce que le jeu de base est tellement pas beau. Je suis d'accord que c'est un bon jeu, mais je le trouve tellement moche. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, effectivement, il est pas très beau, mais il y a tellement de possibilités de le rendre justement plus beau que tant mieux pour lui s'il a cette version-là. Et je suppose qu'il a encore acheté la Big Box avec les tuiles en 3D. Ça, exactement, oui. Guillaume Tribou nous dit « Ma plus grosse dépense, ça a été Scythe et ses extensions il y a 3 ans. Et devinez quoi? Ils sont encore dans l'emballage. » Aïe, aïe, aïe. Quelle idée. Bon, ça, c'est toujours le problème aussi, de prendre des all-in. On ouvre le jeu de base, on joue au jeu de base, et après, les extensions qui peuvent être plus ou moins bien faites. Alors, pour Scythe, c'est des belles extensions. Mais c'est vrai qu'on prend le all-in, puis après, on se retrouve avec toute une partie du jeu qu'on n'utilise pas et qui prend vite beaucoup de place. Ouais, c'est sûr. Puis bon, on avait prévu de toute façon de parler éventuellement des Kickstarter. Ça sera certainement quelque chose à parler parce que le fait qu'on nous balance déjà des extensions avant que le jeu soit sorti, c'est du gros marketing, quoi. Et puis, dernière réponse qu'on a, c'est de Clifford Hayes qui nous dit le Kickstarter de The Witcher Old World, le All-In, donc contenant le jeu de base, figurines, les 3 extensions, le playmat, les pièces de monnaie métallique et plus des dés spéciaux. Ça m'aurait coûté beaucoup plus cher si j'avais pris le Sundrop, je l'attends tout le temps, toujours. Donc, il n'a pas dit le montant lui non plus, mais avec tout ce qu'il vient de noter, ça doit être pas mal d'argent. Hein? Ouais, c'est un projet tout récent, donc ça, il ne l'a pas encore reçu. Donc effectivement, il va être gâté le jour où il va ouvrir le gros carton, en espérant qu'il profite de tout et que le jeu surtout soit bon. J'avais quelques petits doutes sur ce jeu-là. Je pense qu'il est bon, mais il aura une bonne durée de vie. C'est pour ça que j'ai pas cédé à la tentation, mais c'est... Bon, en plus, tu seras heureux d'entendre que Benji l'a backé, donc il y a des bonnes chances qu'on va pouvoir le tester sans avoir besoin de l'acheter. C'est magnifique. Il va falloir qu'on se coordonne d'ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a envoyé des réponses à ces questions. Ça nous fait plaisir de avoir toutes ces réponses-là. La semaine dernière, on avait fait différent. On avait mis la question sur la page Facebook. C'est certainement quelque chose qui semble vous intéresser plus de pouvoir répondre sur la page Facebook. Donc, on va faire ça encore pour cette semaine. N'hésitez pas à vous tenir à jour avec la page Facebook de On Joue Dessus. Comme ça, vous voyez la question de la semaine et vous pouvez participer à l'épisode. Alors, on va passer au premier segment, donc nos découvertes de la semaine. Moi, j'en ai 2 qui viennent du Festival de Vichy, et puis je vais être poli et courtois. Je vais laisser David commencer avec sa première découverte. Merci. Alors, c'est vrai que moi, j'en avais 6, donc j'ai compris que j'allais vite me faire taper sur les doigts si je voulais en parler des 6. Donc, je vais essayer... C'est deux David. Voilà, alors je vais essayer de caser un rapide 3e, mais je vais commencer tout d'abord par Monasterium. Monasterium, c'est un jeu que j'ai depuis plusieurs semaines et que j'ai enfin ouvert le week-end dernier. Donc un jeu de Harvey D. Fuller, un auteur allemand et qui est distribué par Matago pour la version française. Il s'agit d'un jeu de draft 2D et de placement d'ouvriers. Un thème que j'aime beaucoup, enfin les deux mécaniques, draft 2D et placement d'ouvriers, me plaisent tout particulièrement. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dès 12 ans et j'attends la version solo sur Board Game Geek. J'ai d'ailleurs échangé avec l'auteur qui m'a dit avoir fait une version solo, mais il attend
la décision du distributeur pour, je pense, savoir s'ils vont la mettre dans une extension ou s'il va pouvoir la fournir gratuitement sur Board Game Geek. Affaire à suivre. Il s'agit donc d'un jeu dont le thème, alors accroche-toi bien, parce qu'on est un doyen d'une école de prêtres au Moyen-Âge. Donc là, je pense déjà ça te fait rêver. Et, ouais, non, je sais pas si ça va être pour moi. Ça. Et on a 24 novices à placer dans 5 monastères. Donc bien sûr que placer ces novices, c'est pas tout simple et ça va nous demander de choisir des dés qui vont nous permettre de recevoir des ressources ou d'envoyer justement des novices en échange de certaines de ces ressources dans différentes salles de monastères pour essayer d'optimiser les points que l'on va marquer à la fin. Alors je t'avouerai que ma première partie, elle a été assez mitigée ou plutôt frustrante et j'y ai joué avec mon épouse qui a eu cette même sensation parce que le jeu se déroule sur 3 années et en fait quand tu arrives à la fin du jeu, tu as juste envie encore de pouvoir avoir 1 à 2 années supplémentaires pour vraiment pouvoir optimiser et faire tout ce que tu as planifié. Donc voilà, le jeu s'arrête, tu dis mais mon Dieu, j'ai encore la moitié de mes novices que j'ai pas placés, comment est-ce possible? Eh bien, je pense que le jeu joue là-dessus, sur voilà, le jeu est pas si long que ça, donc optimise au maximum pour éviter d'être frustré. Donc maintenant, j'attends vraiment d'y rejouer rapidement pour voir si, maintenant qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on va réagir, quelle stratégie on va poser. Puis j'attends aussi d'y jouer à 3 ou 4 pour voir les différences, parce que je pense qu'on va beaucoup plus aussi se bloquer entre nous. Donc voilà, c'est un bon jeu euro, et puis maintenant j'attends de savoir s'il va se faire une place sur le long terme dans ma ludothèque ou pas. Après, comme je disais la semaine passée à Benji, quand on parlait d'acheter des jeux, moi, si un jeu a une thématique vraiment originale, il y a des bonnes chances que ça va m'intéresser. Donc, même si au premier abord, je dirais, je pense pas. Je suis sûr que si tu l'amènes, je vais être content de le tester. Alors, pour ma première découverte, moi, je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez sûrement. C'est Trek 12 Amazonie. Donc, c'est un jeu que j'ai pu tester au Festival de Vichy. Il devait sortir cette semaine. En France, il doit être sur le bord de sortir. Malheureusement, il n'y en avait pas des copies à vendre au festival parce que je pense qu'ils auraient toutes vendues. Tout le monde était très excité de jouer à la suite de Trek 12. J'avoue que je me demandais s'ils pouvaient faire mieux que Trek 12, un jeu que j'adore. Et franchement, j'ai d'ailleurs déjà vendu ma copie de Trek 12 parce que j'attends Trek 12 Amazonie qui va complètement remplacer Trek 12 dans ma ludothèque. Donc pour ceux qui connaissent Trek 12, qu'est-ce qui va changer ici? En fait, déjà, on va se débarrasser du mode de jeu expédition. On a les ascensions express. Dans ce cas-ci, on est dans l'Amazonie, on n'est pas en train de monter, de grimper une montagne. Ici, on va essayer de se faire un chemin dans l'Amazonie. Et ce qui est génial avec cette nouvelle version, c'est qu'on a enlevé ce bonus de, exemple, si vous avez une corde de 9, vous avez un bonus de temps. Ça faisait que c'était très calculatoire. J'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Bruno Catala lui-même, qui m'a dit qu'une fois qu'il avait fini une fois qu'ils ont fini de faire le jeu Trek 12, il s'est rendu compte que en fait, c'était que le début du potentiel de ce jeu-là. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que, pour ceux qui suivaient un peu toute l'aventure de Trek 12, ils auront vu que les cartes qu'il a sorties gratuitement pendant le confinement, où c'était un plan de l'appartement et tout, c'est toutes des choses qu'eux, ils ont réintégrées dans la nouvelle version, donc Trek 12 Amazonie. Et puis, le plus gros changement qu'il y a, parce que bien sûr, moi j'ai pu tester que la première carte, parce que les autres sont toutes cachées. Il y a encore ce mode un peu legacy où on va découvrir des nouveaux aspects au jeu. Mais la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que justement, on a enlevé ce système de bonus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on a des animaux qu'on va découvrir dans la jungle. Et ces animaux-là vont être associés à un chiffre. Donc par exemple, et puis c'est tout choisi au hasard avant la partie. Donc disons, on prend 3 chiffres, donc le 1, le 4 et le 6. Donc sous ces 3 cartes-là avec le chiffre, il y aura un animal qui sera placé et cet animal-là fera des points de différentes façons. Ça veut dire que si on décide pendant la partie de prendre un 1, un 4 ou un 6, on va pouvoir augmenter sur la piste de cet animal-là. Donc ça veut dire que chaque partie est différente, ça ajoute énormément de rejouabilité.
Et puis ça, encore une fois, comme je dis, ça c'était qu'avec la première carte. Comme Bruno m'a dit, il y a encore plus de surprises dans la boîte, donc moi j'ai super hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Donc ça c'était pour Trek 12 Amazonie qui devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, certainement au mois d'octobre, vous allez pouvoir vous procurer ce jeu-là. Ce qui est certain, c'est qu'en t'entendant parler et en apprenant que tu avais déjà vendu ta copie de Trek 12 et que tu voulais faire l'acquisition de celui-ci, c'est que la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'avais dit, ouais, je joue à Trek 12 principalement sur Board Game Arena. J'espère que cette nouvelle version sera sur Board Game Arena parce que je suis vraiment pas sûr de l'acheter physiquement. Ouais. Et là, bah voilà, il a suffi de ce test à Vichy pour t'en convaincre et de faire déjà le pas, de vendre le précédent avant d'avoir le nouveau. Donc, ouais, je me clair. réjouis Puis aussi. Je pense vraiment que c'est justement parce que je me vois plus le jouer en présentiel, celui-ci, que l'autre, où j'avais plus de peine, je pense, à attirer les gens. Là, je pense que celui-là, déjà avec les illustrations, les animaux, tout, ça rajoute un peu de thématique. Non, je pense franchement, ça sera pas un mauvais achat, ça c'est sûr. C'est le mode expédition chez moi qui sort pas souvent, parce que quand on le présente à des nouveaux joueurs, on a tendance à se limiter aux expéditions express. Express, hein. Parce que sinon ça rajoute une petite complexité avec ces cartes qui finalement n'apportent pas forcément grand chose, sauf l'intérêt de faire les 3 ascensions et de faire le classement final. Mais comme parfois on fait juste 1 ou 2 cartes, on reste en mode express, donc finalement c'est pas plus mal que ce mode expédition disparaisse. Ouais, en tout cas, je pense qu'ils l'ont clairement remplacé par autre chose qui sera découvert dans la boîte de base. Donc ça, c'était pour ma première découverte. Ta deuxième, David? Alors pour ma deuxième, et ça je sais que tu le connais et que tu y as déjà joué, c'est Paléo. Paléo de Peter Rüstemeyer, encore un Allemand. Ils sont forts ces Allemands, hein, il faut l'avouer, dans les jeux de société. D'ailleurs, il a gagné le Spiel. Alors il a gagné le Kennerspiel des CRS 2021, donc c'est la catégorie connaisseur du Spiel des CRS, effectivement. C'est un jeu collaboratif pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Ma première et unique partie, je l'ai faite à 2 joueurs, de nouveau avec mon épouse. Vous comprendrez aussi plus tard pourquoi dans notre thématique du jour. Donc partie à 2 joueurs est vraiment une très belle expérience. On n'a pas vraiment l'habitude de faire des jeux de ce type-là, des entre guillemets gros jeux collaboratifs, à part The Crew ou autres plus petits jeux. Et franchement, j'ai trouvé personnellement que tout était cohérent, que si on prend le temps aussi de penser à la situation, bah voilà, on se retrouve face à un mammouth, qu'est-ce qu'il nous faut pour tuer ce mammouth et récolter de la viande, récolter de la peau. Tiens, ce mammouth, bah oui, je l'ai tué, donc forcément qu'il va disparaître du jeu, qu'il ne va pas être de retour plus tard. Voilà, il y a vraiment une cohérence en toutes les actions que l'on fait. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait, je retrouvais un peu de Robinson Crusoe dans ce jeu-là, mais finalement en mode plus accessible. Robinson Crusoe, pour l'instant, j'en ai fait des parties solo et je ne l'ai pas encore partagé, alors que Paléo, c'est l'inverse. Et puis, ce qui était vraiment fun, c'est que notre première partie, elle a vraiment été tendue jusqu'à la fin et on a gagné d'un poil le niveau 1, donc je me réjouis de tenter le niveau 2, parce que c'était soit on arrivait à poser notre dernière pièce de peinture de mammouth laineux, pour être précis, soit c'était le dernier crâne qui nous faisait perdre la partie. Donc à chaque carte retournée pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans cette nouvelle journée préhistorique, eh bien c'était vraiment, voilà, suivant ce qu'on va tourner, on va réussir à finir ou alors on va mourir dans d'atroces souffrances. Donc voilà, on a vraiment beaucoup aimé cette partie. Je me réjouis de faire la suite, peut-être ce soir, je vais tâcher de le proposer, et également de le tester à 4. Je pense qu'il peut y avoir vraiment une bonne entente et il est très facile d'accès, donc pas de difficulté à le sortir avec des gens qui apprécient le jeu de société sans pour autant vouloir se faire trop fumer le cerveau.
Ouais, c'est intéressant parce que moi, justement, tu l'as dit juste avant que moi, j'ai aussi testé ce jeu. J'avais fait une partie à une soirée jeu. Donc, c'est même pas moi qui avais expliqué les règles ou rien. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un peut me l'expliquer à moi. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est pour ça que c'est peut-être la personne qui me l'a expliqué qui l'a rendu la chose compliquée. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un jeu que je peux sortir comme ça avec des novices. Moi, je l'ai trouvé franchement difficile et surtout très punitif. Euh, J'avoue que moi, je l'ai pas acheté et puis je vais pas l'acheter. C'est pas quelque chose que j'ai pas vraiment aimé l'expérience. Puis, franchement, on a perdu à la fin, à la toute fin. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on avait fait de faux. Ce qui veut dire qu'on aurait dû mourir beaucoup plus tôt. Donc, j'arrivais pas à savoir. Je pense que, ouais, peut-être qu'à deux, c'est mieux. Nous, on avait joué à 4. J'avais d'ailleurs joué avec Hugo, qui est aussi souvent avec moi, toi et Benji. Puis lui aussi, il avait pas trop aimé. Donc, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu des bonnes expériences. Tu sais, quand t'es dans une soirée jeu, t'es un peu distrait. Il y avait des gens partout. Je sais pas. Mais non, c'est possible. J'ai pas trop aimé. Moi, ce que j'ai bien aimé, parce que je suis pas, comme je l'ai dit, un grand adepte de ce genre de gros jeux collaboratifs, c'est que on échange et s'il n'y a pas quelqu'un qui veut absolument l'idée, on peut vraiment chacun choisir ce qu'on veut faire, discuter, mais rapidement, hein, ça prend pas 3 plombes pour savoir, voilà, est-ce qu'on va plutôt faire notre action ou aider l'autre à faire son action. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait ce côté leader. Après, bien entendu, si on joue avec quelqu'un qui aime décider de tout, l'expérience aussi, elle va être beaucoup plus pauvre que si chacun peut y trouver sa place. Et il faut voir aussi peut-être à quel niveau il vous a fait jouer. Peut-être qu'il a rajouté toute une série de cartes qui étaient beaucoup plus punitives, mais à voir. Enfin, mais moi, je me réjouis en tout cas de continuer l'aventure Paléo sur les niveaux qui me restent à découvrir. Parfait. Et puis moi, pour ma deuxième découverte, c'est mon coup de cœur du Festival de Vichy. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Et puis vous savez que j'adore les jeux qui sont très originaux. C'est un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée par, je vais essayer de pas trop massacrer le nom, Windsenstark. Donc, c'est tout d'un mot. Je sais pas si c'est un nom d'auteur ou peu importe. Mais c'est un jeu qui devrait sortir à la fin de l'année. On me disait, les créateurs qui étaient là-bas me disaient qu'ils visent pour le mois de novembre. Ils ont déjà vendu énormément de boîtes. C'est en train de faire le gros buzz. Tout le monde parlait de ce jeu-là au festival. Et puis, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu qui vous force à aller utiliser vos livres que vous avez dans votre maison. Alors là, est-ce que ça t'intéresse, David? Franchement, alors j'étais sûr que tu allais nous parler de It's a Wonderful Kingdom. Et là, avec Nouvelle Contrée, je l'ai vu passer dans tes stories, si je dis pas de bêtises. Et après, je suis allé voir sur myludo.fr, j'ai lu le pitch et là, je t'avoue que je me suis dit, waouh! Donc comme ça, au premier abord, non, mais vu que c'est vraiment un coup de cœur et ça a l'air d'être un coup de cœur partagé, je me dis que j'ai quand même toute une série de romans à la maison. Surtout en plus si on peut utiliser des versions, je sais pas si on peut utiliser des versions tablettes ou des choses comme ça de romans, ou s'il faut vraiment avoir la version papier. Il faut que ça soit des papiers. Mais il y en a quand même, donc je suis curieux de. En fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas obligé d'être un roman. Tu peux même utiliser un livre de cuisine si tu veux. Ah, des ça pubs, peut être n'importe quoi. Les pubs que l'on reçoit dans notre boîte aux lettres peuvent être utiles. Exact. Oh, mais quelle bonne nouvelle. Je vais toutes les garder maintenant. Donc je vous explique, je vais essayer de faire mon mieux pour expliquer ce jeu-là, qui est en fait plus une expérience qu'un jeu, je dirais. C'est, imaginez une version de Dixit, disons, où on va travailler ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec des images. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel livre dans notre ludothèque, on va compter un certain nombre de pages, on va se mettre des marque-pages dans le livre, et à chacun son tour, les joueurs devront lire les 6 premières lignes de cette page-là. Donc, ils vont les lire dans leur tête. Et puis ensuite, ils vont choisir un des images qu'il y a sur la table pour dire c'est quoi qui leur fait penser
quelle image leur fait penser au texte qu'ils vont s'apprêter à lire. Ils vont ensuite choisir cette image-là en l'indiquant, exemple A, B, C ou D. Ils vont cacher ça. Et ensuite, ils vont lire ce texte-là à haute voix. Et tous les autres joueurs devront se consulter et dire quelle image est-ce que vous pensez que la personne, le leader, celui qui a lu ces lignes-là, il se dirigeait vers laquelle image. Et puis, plus le jeu avance, plus on va nous rajouter des contraintes. Exemple, on doit lire une ligne à l'envers ou des choses comme ça. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, c'est vraiment un jeu que aussitôt que la première personne commençait à lire puis qu'on était vraiment dedans à essayer de dire c'est cette image-là, celui-là, je me suis dit, j'ai retrouvé cette joie de faire des jeux en équipe puis de voir les gens ah oui, j'ai hâte que ce soit à mon tour pour lire. Et puis, non, c'est vraiment une mécanique hyper originale. Puis en plus de ça, déjà avec la mécanique, moi j'étais acheteur. Et puis en plus de ça, le jeu est magnifique. Il y a au-dessus de 80 illustrations sur des marque-pages différents. En plus de ça, on a une boîte qui sert aussi pour le jeu. Ça veut dire qu'on va défausser des cartes. Ils vont aller dans un endroit spécial dans la boîte. C'est vraiment... j'en ai parlé avec ceux qui distribuent le jeu. Et puis, ils ont dit qu'ils allaient peut-être pouvoir m'envoyer une boîte en primeur. Comme ça, je pourrais vous le présenter sur la chaîne. Mais c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année, je dirais. Bon, en tout cas, c'est original. Hein, parce que ce genre de concept de jeu, je ne l'ai jamais vu. Donc pour l'originalité, oui. Pour le reste, je demande à tester parce que c'est vrai que je suis un petit peu moins jeu d'ambiance comme ça, mais tu as l'air de dire que ça a vraiment pris, que les gens qui étaient là, alors c'était sans doute des passionnés de jeu, mais voilà, tout le monde a l'air d'avoir adhéré à ce concept. Donc, ouais, curieux d'en voir plus. C'est sûr que ça va attirer surtout les gens qui aiment les jeux d'ambiance, ça c'est sûr, parce que c'est d'abord et avant tout ça. Mais je trouve qu'il y avait quand même assez d'éléments un peu plus avancés, un peu plus gamer, qui sont modulables. Ça veut dire que c'est à vous de voir si vous voulez les ajouter ou pas. Donc, c'est à vous de voir à quel point vous voulez rendre ce jeu-là compliqué. Si vous voulez jouer avec des enfants, il y a plein de choses que vous pouvez enlever. Non, mais en tout cas, c'est sûr que moi je vais l'acheter puis je te ferai tester. Top. Et puis, donc c'est tout, hein? T'en avais que 2 découvertes? Bah non, écoute, comme je t'ai dit, j'en avais 6 et j'essaye de glisser un petit troisième rapidement, donc je m'arrête pas de parler, comme ça tu pourras pas me couper. C'est Kabuto Sumo. Voilà, un petit jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Alors c'est pas la grosse claque, mais c'est vraiment un petit jeu sympa où on incarne des lutteurs scarabées en bois et où l'on doit faire tomber notre adversaire d'une petite plateforme en poussant des pièces. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ça m'a tout de suite fait penser à ces... Je sais pas si tu vois, mais les bandes d'arcade où tu fais glisser des pièces dans des fentes verticales et qui tombent ensuite sur des plateformes et qui elles-mêmes poussent d'autres pièces. Et puis toi, t'espères que ça fasse gling, 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 gling pour récupérer plus de pièces et pouvoir les rejouer et puis après gagner des super cadeaux comme des briquets ou des jetons pour le manège d'à côté. Bref. Ouais. Donc là, c'est vraiment c'est ce même concept, sauf que il y a des pièces de grandeur différentes et c'est toi qui choisis depuis quel côté de cette plateforme ronde tu vas pousser ta pièce dans l'espoir d'en faire tomber d'autres, des plus grosses, pour pouvoir après en faire tomber toujours plus jusqu'à pousser ton adversaire au bord de la plateforme et finalement de le faire tomber. Et c'est vrai que c'était vraiment un petit jeu familial très sympa qui mixe dextérité, un peu de stratégie et aussi de la chance. Et tout est en bois à part la plateforme qui est en carton. Donc voilà, un chouette petit jeu comme ça à partager en famille que j'ai reçu tout dernièrement et testé le week-end passé. Je te laisse faire cette fois-ci, hein, mais les prochaines fois, c'est 2. 2, c'est promis, 2. Alors maintenant, on va passer à notre segment 2, donc notre thématique de la journée.
Expliquer un jeu, est-ce la galère? Est-ce que c'est compliqué? Donc, je sais qu'il y a certaines personnes, souvent quand je rencontre des personnes et puis qui me reconnaissent pour la chaîne, ben, par exemple, c'est arrivé un peu à Vichy, il y a certaines personnes qui m'ont reconnu de la chaîne On Joue-tu? On me demande toujours comment est-ce que tu fais pour expliquer un jeu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, parce que je sais que toi, David, c'est quelque chose que tu fais aussi assez souvent dans tes différents groupes de jeux. Exactement. C'est vrai que expliquer les règles, je ne veux pas dire que c'est tout un métier, hein, loin de là, mais ça se prépare. Surtout voilà, pour éviter un peu ce moment de solitude où on explique et puis on se dit, mais mon Dieu, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on regarde ça aujourd'hui. Moi, je vais peut-être commencer moi. Donc, moi, la première chose que j'ai voulu faire, mon objectif avec la chaîne YouTube, c'était de pas trop m'emballer avec le côté thématique des règles. Des fois, je trouve que quand on explique un jeu à quelqu'un, c'est sûr que si tu commences à dire, alors là, maintenant, on est dans un univers, dans l'espace où on va faire... Des fois, ils sont déjà intimidés avant même d'avoir compris la mécanique et tout. Donc, puis c'est là qu'ils disent, j'aime pas l'espace. C'est ça. Et puis c'est là que tu as toute ton explication qui tombe à l'eau. Donc moi, j'essayais vraiment de regarder, ok, une fois que j'ai compris le jeu, et puis une fois que je le connais bien, c'est quoi que je me dis qui est important à savoir? Parce qu'il y a certaines choses que tu peux attendre 3-4 tours avant de le dire, ça va rien changer. Ce qui est surtout important, c'est de dire, c'est quoi, on s'en va vers où? C'est quoi notre but? Et puis ça, c'est souvent la première chose que je commence par dire, c'est ceci qu'on va faire, c'est de faire des points de victoire, c'est de tuer toutes les autres. Ça, c'est notre but, notre objectif. Et puis après ça, on va aller sur de quelle façon on peut faire ça, quelles sont nos actions et tout. Et puis à la toute fin, ce que tu peux faire, c'est une fois qu'on commence à jouer, tu peux à chaque tour rajouter une petite affaire de thématique, te dire, ouais, si jamais ça c'est les méchants, ça c'est les gentils. Mais il faut vraiment pas que ce soit la chose la plus importante à faire. Et puis, moi je pense qu'un conseil que je peux donner aux gens qui veulent expliquer des jeux, c'est essayer de pas tout dire d'un coup. C'est pas grave de, comme je dis, hein, attendre un ou deux tours pour rajouter une règle ou quelque chose. Le plus que vous le balancez des règles à quelqu'un, le plus qu'ils vont être intimidés. Puis c'est pas ça qu'on veut quand on invite des gens chez nous, on veut qu'ils prennent plaisir. Et donc la pire chose qu'on peut faire, c'est de commencer en expliquant un jeu puis de dire, alors vous allez voir, ce jeu-là est super compliqué, par exemple. Ça, c'est en général, ça c'est pas winner, quoi. Donc, c'est important de vraiment y aller tranquillement, surtout de connaître son audience. Si les gens autour de la table, c'est des gens qui sont experts plus, ben c'est sûr que vous pouvez tout balancer d'un coup, puis ils vont faire les liens eux-mêmes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, que c'est pas la fin du monde de pas avoir toutes les règles. Parce que justement, oui, ça arrive des fois qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais ça, tu l'avais pas dit au début. » Ah, ça, c'est sûr. En sûr. général, ça, c'est les gens qui sont mauvais perdants. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais joué différemment. Ah ouais, ça, je l'entends toujours. Mais même quand j'explique un jeu comme il faut, puis même quand je dis ces choses-là, on me le rappelle. Ouais, donc moi, j'essaie juste de me dire qu'est-ce qui peut faire que les gens sont capables de suivre, puis sont capables de prendre plaisir. Parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je sais pas comment toi, tu t'y prends. Ouais, alors moi... Finalement, c'est tout ce qui vient en amont du moment où je commence à expliquer le jeu. C'est vraiment toute la préparation et la connaissance du jeu. Parce que ça m'est arrivé quand même quelques fois de me dire « Oui, c'est bon, ce jeu, je le connais bien. J'ouvre la boîte, mais ça fait longtemps que j'y ai plus joué. J'ouvre la boîte et là, c'est le gros doute. Mince, déjà, comment on installe, combien de cartes on donne. Ah oui, par quoi je vais commencer à expliquer. » Donc voilà, moi, très souvent, quand je reçois un nouveau jeu ou que j'achète un nouveau jeu, je vais lire très minutieusement les règles. Je vais installer le jeu. Plutôt, je l'installe avant de commencer à lire les règles. Et puis, j'essaye un peu tout seul. Donc, je me fais une partie, pourquoi pas une partie solo s'il y a un mode solo, ou alors je joue un petit bout de partie pour bien me mettre dedans. Et si j'ai quelques doutes, ou alors si j'ai besoin de me sentir un peu rassuré de l'avoir bien compris, je regarde une vidéo règle sur YouTube en accéléré, pour être bien certain d'avoir tout compris. Parce que c'est vrai que, je l'avoue, je ne peux pas jouer à un jeu en ayant un doute sur une règle et de me dire
ouais, bon, on va partir du principe que la règle est comme ça et pas comme si, etc. Moi, il faut que je sois sûr de la règle, déjà pour respecter le jeu et son auteur. Et c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'être sûr, donc quitte à sortir les règles une fois en jouant ou en allant même sur Internet, ouais, j'ai besoin de valider ça. Et puis c'est vrai qu'une fois que j'ai fait ce travail en solo, hein, qui peut prendre quand même quelques heures suivant le jeu. Après, je l'explique à ma femme et on fait une partie à deux. Et à la fin de cette partie, je me dis, bah ok, ce jeu, je me verrais bien y jouer avec tel groupe de joueurs, tel ami, avec mes filles ou pas. Et comme ça me permet de sélectionner les personnes en me disant bah ça leur plaira et ouais, ils devraient bien le comprendre. Et dès que je commence à expliquer les règles, eh bien j'essaye de regarder fréquemment l'audience pour être sûr que je ne suis pas en train de leur parler en chinois et qu'ils me suivent, expliquer quand même pas trop vite, mais le but c'est que ça prenne pas trop de temps. Et comme tu dis, il y a des choses où tout d'un coup, bah, on peut se dire « Ah ouais, tiens, il faut que je leur explique ça. » Mais non, explique pas tout de suite parce que là, tu vas les perdre. Tu reviendras plus tard. De toute façon, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avant le 5e tour de jeu. Donc, il n'y a pas urgence. Ouais, exactement. Mais, et par exemple, j'ai dû expliquer la semaine dernière, avec Benji, on avait parlé de Perudo. Je sais pas si tu connais le Perudo. Oui, le jeu de dés, je très le simple. connais, je l'ai, exactement, oui. Ben, un exemple très banal, c'est que moi, quand j'explique ce jeu-là, je vais pas tout de suite leur dire comment faire pour récupérer des dés. Ça sert à rien de leur dire des choses qui ne vont pas les affecter avant plus tard dans la partie. Donc, par exemple, ça, je vais attendre aussitôt que quelqu'un perd un dé, là, tu peux dire, hey, si jamais il y a une règle que si tu estimes blablabla, tu peux récupérer des dés. Donc, il y a vraiment des choses comme ça on peut attendre. Puis pourtant, tu vois, on parle du Perudo, c'est pas un jeu qui est difficile à expliquer, mais c'est juste le premier exemple qui m'est venu en tête. Des fois, il y a des choses que si ça ne t'affecte pas dès le début de la partie, ça peut attendre. Et puis, ben, moi, je pense que tu es d'accord avec... En fait, moi, je suis d'accord avec toi de ce que tu viens de dire sur le fait d'être... il faut que toi, tu sois au clair, ça, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé des fois d'expliquer des jeux que même moi, j'étais pas trop sûr du jeu, puis c'était une catastrophe. C'est sûr que c'est une catastrophe quand même toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, exactement. Donc, moi, c'est le genre de choses des fois qui peuvent arriver quand tu joues fréquemment à un jeu sur Board Game Arena et puis tu dis bah c'est bon, je le connais, je l'achète et je le sors directement la première fois avec d'autres personnes et là tu te dis oulala, mais mon Dieu, tout ce que la machine faisait pour moi, c'est à moi de le faire. Et là, tu dis, bon, allez, on va en faire un autre, puis je sortirai la prochaine fois. Non, c'est clair. Ça serait aussi dans les top 3 règles, si je devais vous aider avec ça, c'est assurez-vous de connaître le jeu, puis au pire d'avoir fait une petite partie solo, ou juste mettre le jeu en place, puis voir comment ça fonctionne. Vous allez être beaucoup plus au clair quand vous allez l'expliquer par après. Puis bon, bien sûr, sortez pas un gros jeu de 3 heures où il y a 1 heure d'explication quand vous avez 20 minutes de jeu, ça sert à rien. Ouais, ou quand quelqu'un te dit, si jamais moi je dois prendre le train de 23 heures, tu regardes, c'est déjà 21h30, tu dis, ok, j'ai pas encore expliqué le jeu, c'est un jeu qui dure, c'est marqué sur la boîte, entre 60 et 120 minutes, et puis tu dis, ouais, bah moi ça a plutôt fait 120 que 60, là il faut bien effectivement, il faut bien le choisir. Ouais, il n'y a rien de pire que d'être stressé et puis pressé quand on explique des règles, parce que ça fait juste nous mettre une pression additionnelle. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et la configuration du lieu aussi. J'ai eu sorti, j'avais pris le jeu Tapestry qui prend bien de la place. J'ai sorti, on avait une petite table carrée, j'avais posé que le plateau principal et on n'avait pas encore nos plateaux individuels. Je me suis dit, bon, ok, oublie, on va faire un autre jeu. Je vous explique un autre jeu parce qu'on n'a juste pas la place d'y jouer. Moi, il y a une chose par contre que je déteste quand j'explique les règles, c'est les gens qui font autre chose pendant que tu expliques et qui ne connaissent pas le jeu. S'ils le connaissent, il n'y a pas de souci, qu'ils soient sur leur téléphone ou qu'ils se lèvent chercher une bière au frigo. Mais c'est des fois des gens qui sortent une blague ou qui parlent d'autre chose ou justement qui font autre chose alors qu'ils ne connaissent pas le jeu. Et ça, non seulement tu dois recommencer, c'est typiquement le genre de personne qui va te dire « Ah, mais ça, tu l'avais pas dit. » Eh bien si, pourtant, je l'avais dit dans les explications. Et c'est vrai que ça a tendance un peu à me chauffer. Et puis, toi, en plus, t'es prof, donc tu dois
retrouver un peu ce côté-là quand tu as des élèves qui parlent en même temps que tu parles. Tu as juste envie de leur dire, voilà, bon, silence, s'il vous plaît, j'explique. Ouais, bon, moi c'est une déformation professionnelle. Moi, quand les gens parlent en même temps que moi, je fais chute. Hein, donc... Voilà, exactement. Même en public, si je suis à un mariage ou quelque chose, il y a quelqu'un qui fait un discours, puis derrière moi, ça parle, je me retourne, puis je fais chut. Comme vraiment comme une maîtresse d'école primaire. Donc, j'ai pas de problème à faire ça autour d'une table de jeu non plus. Ouais, puis moi, ce que j'apprécie une fois que voilà, on a fini d'expliquer les règles, qu'on a fait la première partie, quand tu as des personnes, là, des amis qui te disent « mais heureusement que c'est toi qui apprend à jouer à tous ces jeux et qui nous les explique, parce que nous, alors c'est pas qu'ils ne seraient pas capables de le faire, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas envie. Eux, ils ont envie de jouer, mais ils n'ont pas envie de passer du temps à apprendre à jouer à ces jeux. Et comme nous, on apprécie aussi ce côté-là, en tout cas personnellement, j'aime découvrir de nouveaux jeux, lire de nouvelles règles, en espérant qu'elles soient quand même bien écrites, parce que parfois, c'est un peu la galère. Mais voilà, ça fait plaisir aussi à entendre et à partager. Ouais. Ben justement, ça nous amène à la question de la semaine. On est intéressé de savoir comment vous y prenez pour apprendre un jeu. Est-ce que vous lisez les règles attentivement 3-4 fois pour être sûr de bien le comprendre? Est-ce que vous regardez plutôt une vidéo, par exemple une excellente vidéo de On joue-tu? Hein? Je dis ça comme ça, peut-être. Ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que vous faites d'abord une partie solo? Bref, dites-nous comment vous faites. Et puis, est-ce que vous trouvez ça important de le connaître à fond avant ou pas? Bref, racontez-nous toute votre démarche pour apprendre un jeu. Vous pouvez répondre à cette question-là sur la page Facebook de On joue-tu ou nous envoyer un email à jouton@gmail.com, joueton @gmail.com. Donc, cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour le top 5. Donc, la semaine passée, avec Benji, on a fait top 5 déceptions ludiques. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder avec David cette semaine, c'est quoi nos top 5 surprises ludiques. Donc, le contraire, un jeu qu'on s'attendait pas à grand-chose, puis qui finalement nous a fait « wow ». Moi, je vais commencer avec mon numéro 5, qui, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Mais pourquoi c'est sur cette liste-là? » Ça devrait pas être une surprise, parce que c'est un jeu qui a gagné le Kennerspiel des Jahres. Je me souviens plus en quelle année, mais c'est un jeu qui s'appelle Broom Service. Donc, c'est un jeu avec... J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Moi, je l'avais mis dans une vidéo des jeux que je trouve qui sont sous-cotés, sous-évalués. Parce que même s'il a gagné ce fameux prix, je trouve que c'est un jeu où personne parle de ce jeu-là. J'ai jamais vu quelqu'un le mettre dans ses top 5 jeux. Alors que moi, il est clairement dans mon top 5 jeux de tous les temps. Mais c'est vrai que la première fois que j'avais vu la boîte, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Les illustrations, on dirait que c'est un vieux jeu qu'on a trouvé dans le garde-robe de notre grand-mère quand on était jeune. C'est vraiment pas un beau jeu. J'aimerais tellement qu'il fasse une réédition, quelque chose avec une thématique un peu plus moderne. C'est un jeu donc de Andreas Pelikan et Alexander Pfister. Donc toi, c'est des gens qui font beaucoup de jeux, Maracaibo, même Isles of Skye, donc c'est un peu des pros. Mais Broom Service, ça a été une grande surprise pour moi. Après la première partie, j'étais accroché, mais je m'attendais vraiment pas à grand-chose. Et puis même, j'ai passé à 2 doigts de pas l'acheter, même s'il était en spécial, en solde. Je pense que j'ai payé 15 balles pour, donc... Broom Service, mon numéro 5. Je t'avouerais que moi, je ne le connaissais pas du tout avant que tu m'en parles et que tu me montres la boîte chez toi. Jamais entendu parler. Qui est en effet très moche. Qui est moche, effectivement, comme d'autres aussi boîtes des fois de ce genre de jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la boîte et même parfois au plateau et à tout ce qui va dessus. Mais non, malgré tout ce que je lis et surtout que j'écoute ou que je regarde, j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, je n'y ai toujours pas joué, donc sans doute une prochaine occasion de le faire avec toi. Alors pour moi, mon numéro 5, et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, c'est une découverte de la semaine, comme ça j'ai pu le glisser et le changer de catégorie. Tu fais exprès? Ouais, non, c'était magnifique, ça allait parfaitement bien. C'est le jeu Quarto. Le jeu Quarto, c'est un petit jeu abstrait que j'ai découvert le week-end passé par des amis qui sont venus à la maison avec, car lui l'a créé lui-même.
en sciant des bouts de bois. Il l'a vu, il l'avait testé, il avait dit ah c'est super, il l'a pas trouvé à acheter tout de suite, puis il s'est dit bon bah je vais le faire moi-même. Ce que moi je serais incapable de faire, mais en tout cas voilà, lui il est manuel, donc il a fait ça et c'est vraiment très sympa. Le but est tout simple, c'est d'aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre elles sur un plateau de 4 par 4. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Et donc les points communs peuvent être la couleur. Hein. Il y a des pièces qui sont claires ou foncées, grandes, petites, carrées, rondes, creusées, pleines. Enfin voilà, elles ont des points communs, mais elles sont toutes différentes. Et en fait, toute la subtilité du jeu, c'est que c'est toi qui choisis la pièce que tu donnes à ton adversaire à placer. Et en fait, c'est là où ce petit jeu est fort, c'est que bah voilà, tu ne choisis pas quelle pièce tu vas mettre, c'est l'autre qui va te dire bah tiens, c'est cette pièce que tu vas mettre à ce tour. Et en fait, c'est vraiment des parties qui durent quelques minutes, mais c'est fun. J'en ai fait une, j'en ai tout de suite fait une deuxième, puis une troisième avec une autre personne qui était là. Donc voilà, une belle petite découverte que l'on peut retrouver d'ailleurs sur Board Game Arena, et je me suis empressé à lancer une partie virtuelle. À lancer 12 parties en tour par tour, c'est ça? C'est 12... Alors oui, ça peut, mais tu peux perdre très très vite. Hein. Moi, la première partie que j'ai fait contre lui, quand il me l'a présenté, franchement, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai bien compris, je ne vais pas me faire avoir. Je crois qu'on avait posé 5 pièces, la 6e, je perdais déjà. Donc j'ai dit, ok, il va falloir que je regarde un petit peu mieux. Non, très sympa, je vous recommande Quarto. Mon numéro 5. Moi, mon numéro 4, c'est un jeu de Prospero Hall, qui est en fait c'est pas un auteur, mais c'est un regroupement d'auteurs qui ont fait justement Villainous, et puis des jeux qui ont souvent des licences associées. Moi, j'ai souvent une petite appréhension avec quand je vois, exemple, un jeu sur une licence très connue. Je me dis tout le temps, c'est juste une excuse pour vendre des boîtes. Et puis, c'est la même chose que je me suis dit à propos de Les Dents de la Mer, qui est mon numéro 4. Un jeu que j'avais trouvé dans un centre commercial, dans une boîte de jeux à rabais pour 10 balles. Pourtant, même si c'est un jeu qui est assez récent, on le vend déjà un peu en grande quantité comme ça. Donc, Les Dents de la Mer, c'est un jeu où on est une personne contre tous. J'ai pas énormément de jeux comme ça dans ma ludothèque. J'ai eu un moment Not Alone que j'avais pas vraiment aimé, où on est un extraterrestre contre toutes les astronautes. Et puis ça, je l'ai vite revendu. Donc je m'attendais pas à grand chose avec Les Dents de la Mer. J'ai d'ailleurs, moi j'ai peut-être vu le film, mais j'ai pas vraiment un souvenir de ça. Ça m'a pas marqué plus que ça. Mais on a fait 2 parties de ce jeu, puis j'ai trouvé ça très fun. Surtout qu'il y a 2 manches, si on veut. Il y a vraiment 2 jeux en un. Donc, au tout début, c'est tout le monde autour de l'île qui va essayer d'attraper le requin. Bien sûr, il y a une personne qui joue le requin. Donc, son but, c'est de ne pas se faire trouver, mais de manger le plus de gens dans l'eau possible. Et une fois que ce segment-là est fini, on va passer au deuxième segment, qui est le fait de avoir tout le monde sous le bateau contre le requin. Et puis là, c'est vraiment de la grosse bataille. J'ai une grande préférence pour la première partie de ce jeu, que je trouve qui est génial, le côté un peu cache-cache où on essaie de trouver le requin. Pour le moment, j'ai que joué en étant le requin, mais j'ai trouvé ça tellement génial d'être tout seul dans mon coin et puis de voir toutes les autres qui parlent de ce que moi je suis en train de faire. C'est quelque chose que j'ai trouvé, c'était des bonnes sensations. Le matériel est très joli. Donc, ça a été une belle surprise pour moi. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer. Je pensais que j'allais vite faire une vidéo pour la chaîne et puis le revendre. Et puis pourtant, il est encore dans ma ludothèque. Pour cette première partie, il y a un petit côté Scotland Yard. Exactement. Ouais. Scotland Yard, qui est un jeu que je connais pas, mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé de... C'est vrai que ce jeu, Les Dents de la Mer, j'en avais entendu parler, j'ai hésité, je ne l'ai pas acheté, je n'y ai jamais joué, mais ce week-end, je vais chez un couple d'amis et je sais qu'ils l'ont, à moins qu'ils l'ait revendu à 10 balles, peut-être à toi. C'est peut-être moi qui l'ai acheté. Mais s'ils l'ont toujours, bah tiens, ça va me donner une petite idée pour samedi soir. Ouais, tu peux clairement leur demander. Et puis, essaie de demander de jouer le requin. Moi, je préfère. Je vois, là, tu manges, toi. Ouais, exact. Mon numéro 4, alors, c'est Bonanza. Bonanza de Uwe Rosenberg.
hein, n'est-ce pas? Donc bravo Monsieur Uwe Rosenberg. Donc pourquoi est-ce qu'il est dans ce top de bonnes surprises? C'est surtout par rapport au pitch. Et c'est vrai que la plupart des jeux que j'ai mis dans ce top 5, en tout cas ceux à venir, c'est un peu par rapport au ressenti sur le jeu. Là, ce Bonanza, donc, c'est un jeu de cartes où on doit effectuer du troc entre les joueurs pour créer des collections de haricots. Donc déjà là, de nouveau, hein, toi je t'ai pitché un peu Monasterium, ça ne te vendait pas du rêve. Là, on parle de collection d'haricots, c'est pas non plus le truc où tu dis « Waouh, trop fun, j'ai vraiment envie de jouer à ça ». Alors, si on ne s'arrête pas là-dessus, on collectionne des cartes de haricots que l'on va planter, cultiver et vendre pour gagner de la thune, qui sont représentées au dos des cartes. Donc il n'y a vraiment que des cartes dans ce jeu. Et c'est vraiment une petite pépite ludique. Et ce côté troc, ce côté enchère que l'on peut faire entre les joueurs qui n'aiment pas ce genre de jeu, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que même si on a l'impression d'être un peu timide, qu'on ne veut pas trop prendre la parole ou commencer à jouer au marchand en criant plus fort que les autres, je trouve que Bonanza, c'est pas du tout ça. On peut vraiment finalement parler assez peu, proposer peu de choses, mais de le faire bien. Et oui, très original. Et j'ai beaucoup aimé mes expériences de Bonanza et je le garde dans ma ludothèque précieusement. C'est drôle parce que juste avant de faire ce podcast, on a parlé de est-ce qu'on devrait se dire nos différents choix pour être sûr de ne pas avoir les mêmes. J'ai passé tellement proche de mettre Bonanza sur ma liste. Ça serait mon numéro 6, je pense. Parce que moi aussi, le pitch des haricots, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est vrai que le système d'enchères, je trouve que c'est un des systèmes d'enchères les mieux réussis, le plus réussi dans les jeux de société que j'ai vus, en tout cas. Mon numéro 3, Cosmopolite. Je sais pas si tu connais ce petit jeu d'ambiance, donc toi qui dis qu'il est pas très jeu d'ambiance, j'avoue qu'en général, moi je sais pas si je pourrais dire que je suis pas jeu d'ambiance, j'aime ça mais je trouve que je me tanne assez vite des jeux d'ambiance. Cosmopolite, c'est un jeu qui m'a tout de suite accroché. C'est en fait un jeu coopératif où on travaille tous dans un restaurant très chic où tous nos clients parlent des langues étrangères qui viennent de partout dans le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un joueur qui sera le serveur ou la serveuse et cette personne-là aura donc une application mobile. Oui, il y a une application mobile. Je sais que c'est pas ce que je préfère dans les jeux de société, mais bref, eux, ils vont se brancher dans cette application-là avec un casque d'écoute et ils devront voir ce que les clients veulent et dire ce qu'ils entendent. Bien sûr, le 3/4 du temps, même plus, je dirais 99% du temps, c'est une langue qu'on ne connaît pas. Donc, on va être un peu en train de crier n'importe quoi autour de la table. Et pendant ce temps-là, ça va être aux autres joueurs autour de la table, donc ce qu'on appelle les cuisiniers, ça va être à eux de regarder. Ils auront une carte avec le mot qui est écrit, mais encore une fois, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc, eux, ils vont devoir trouver ce mot-là, dire aux autres joueurs « Ah, moi, ça me prend une patate et puis une tomate. » Et puis là, ils donnent les ingrédients qui vont ensuite le donner au serveur qui va donner la commande au client. C'est un jeu chaotique total parce que quand on est le serveur, ce qui est franchement ce que je préfère dans ce jeu, si possible, moi je dis toujours aux gens, s'ils veulent jouer à ce jeu-là, il faut mettre des gros casques où on n'entend pas le bruit extérieur. C'est ça qui est encore plus drôle. Fait qu'on est là en train de crier n'importe quoi, puis tout le monde nous dit calme-toi, tu vas trop vite, mais tu sais pas ce qui se passe parce que toi, t'as des clients qui te crient après. C'est super drôle si vous avez un bon groupe qui embarque. Moi, j'ai joué à ce jeu-là 3 fois avec 3 groupes différents. 2 fois, ça a marché, mais du tonnerre. Tout le monde voulait refaire des parties. Tout le monde voulait faire le serveur une fois. Et puis, il y a un autre groupe avec qui ça n'a pas trop marché parce qu'ils n'ont pas trop embarqué dedans. Mais à chaque fois, je me suis dit, mais quel petit bijou ce jeu pour un jeu d'ambiance. Et puis, ce qui est génial en plus, c'est que moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu, je pensais que c'était vraiment, il disait n'importe quoi. Je pensais pas qu'il c'était en fait des vraies langues. Et puis, il y a tout un manuel dans le jeu qui nous explique tout le processus très académique où ils ont dû chercher quelqu'un qui vit dans un coin perdu en Afrique, qui parle une langue qui est sur le bord d'être une langue perdue pour lui dire comment est-ce qu'on dit telle chose. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'application puis on entend les gens parler, c'est des vraies personnes autour de la Terre qui parlent ces langues-là. Bref, j'ai adoré ce jeu et puis j'avoue que c'est quelqu'un qui me l'a proposé, qui me l'a un peu vendu, disons, et puis je m'attendais pas à grand-chose parce que un jeu avec de la cuisine et tout,
jeu d'ambiance, je me suis dit, oh boy, oh boy. Mais non, j'ai adoré ce jeu, donc Cosmopolite de Julien Protière et Florent Toscano. Alors, j'ai pas voulu te couper, mais oh oui, je le connais, je l'ai aussi, et je pourrais faire le même discours que toi sur ce jeu. C'est un jeu, c'est un jeu tu l'aimes aussi alors? Oui, oui, je l'aime aussi. Et pareil, je l'ai fait avec plusieurs groupes. Avec un des groupes, ça a moyennement pris, mais parce que voilà, certains se mettaient pas trop dans l'ambiance. Il y avait beaucoup de monde autour, donc bref, ils ont trouvé sympa, mais ils n'ont pas voulu en refaire. Et avec Il faut vraiment avoir une bonne ambiance. Il faut vraiment que ça soit tout le monde autour de la même mission. Si t'as quelqu'un qui est un peu distrait, ça défait tout en fait. Ouais, et les enfants à partir de 7-8 ans. Ils adorent aussi y jouer, alors ils veulent faire surtout le serveur, avoir le casque, et répéter ce qu'ils entendent, et finalement il y a des rôles qui se prêtent bien justement aux plus jeunes, parce que ils ont qu'à répéter finalement ce qu'ils entendent, et je pense qu'ils peuvent être même meilleurs que nous dans ce rôle-là. Et c'est vrai qu'il y a d'autres rôles où finalement peut-être qu'on attend plus notre tour pour être serveur et qu'il y a un petit peu moins de fun dans celui qui prépare entre guillemets les plats ou qui répète ce que le serveur a entendu. Non, mais c'est un super jeu où on rigole beaucoup, et où celui qui fait le serveur a vraiment un sentiment de fatigue à la fin des quelques minutes de jeu, parce qu'il a le bruit des cuisines dans le casque, en plus des langues, et c'est vrai qu'il y a un côté concentration, et il faut que je parle plus fort que le bruit que j'entends dans le casque. C'est vraiment un super jeu. Je sais que, en tout cas, quand il est sorti en Europe ici, il n'y avait aucun plan à le sortir au Québec. J'espère que éventuellement il va se rendre au Québec, parce que ça me rend triste de savoir que vous ne pouvez pas avoir accès à ce jeu-là, donc tous nos auditeurs au Québec. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu français qui a été entièrement produit en France. Je crois qu'ils ont tout produit. Oui, c'est la compagnie Hopla qui fait des jeux qui sont faits en France. Ils ont aussi fait La Marche du Crabe, qui était aussi assez populaire. Très sympa, oui. Ouais, assez cool. Je l'ai aussi découvert à Vichy. Hein. Alors, ton numéro 3 à toi? Alors, mon numéro 3, c'est Love Letter. Love Letter, de nouveau, pourquoi est-ce qu'il est dans ce top 3 des bonnes surprises? De nouveau, c'est un petit jeu où on se retrouve avec 21 cartes de personnages, dont le plus grand personnage est une princesse, et si on le pitch réellement, c'est de se dire la personne qui va gagner la manche est le personnage qui aura transmis la plus belle lettre à la princesse. Alors ça, on le retrouve pas du tout dans le jeu, mais le concept de ce jeu est magnifique. C'est un jeu qui est optimal selon moi à 4 joueurs et qui est simple. Alors c'est vrai qu'il faut, dans les premières parties, bien comprendre quel rôle et quelle action déclenche chaque personnage qu'on a sur les cartes. Mais où il est simple, c'est chaque joueur a une seule carte, donc un seul personnage, et à son tour, il en tire une seconde et il choisit lequel des deux personnages il va jouer. Et le but est soit d'être le dernier personnage encore dans le jeu, soit alors d'être le personnage avec la plus haute valeur quand il reste plusieurs joueurs une fois que la pioche est vide. Et c'est un jeu à élimination. Alors je sais que toi tu n'aimes pas trop les jeux à élimination, et moi non plus, mais c'est tellement rapide. Une manche dure quelques minutes, et finalement après, ce qui est aussi magnifique dans ce jeu, c'est que celui qui gagne va remporter des petites pièces, et c'est le premier qui a 4 jetons qui va être déclaré le grand gagnant. Et dès que quelqu'un a plus de jetons que les autres, tout le monde s'acharne dessus. Donc on lui dit « Toi, t'es la servante. » « Non, je suis pas la servante. » Bam, bam, et puis ça enchaîne. Et en fait, on s'accuse mutuellement, et c'est un jeu super fun. D'ailleurs, encore un autre jeu que j'ai failli mettre sur ma liste. Moi, je l'ai. Je sais pas si tu as la version européenne, qui est la nouvelle édition. Avant, il y avait des extensions pour ce jeu, ils ont tout enlevé, et puis ils ont rendu ça qui se joue à maximum 4, je crois, c'est ça? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est de 2 à 6, mais c'est vrai que quand on est 6 joueurs, souvent on joue une fois notre carte, et puis la partie est quasiment terminée. C'est un peu décevant. C'est pas l'idéal. À 4, c'est top. Alors, moi, mon numéro 2, Micro Macro,
Crime City, donc le petit Magnifique, jeu qui a gagné magnifique. le petit spiel de cette année. Donc, Micro Macro de Johannes Sick. J'espère que je l'ai dit comme il faut. C'est un jeu que j'ai vraiment... En fait, je voulais rien savoir de ce jeu. Je me disais, c'est un quoi, un Où est Charlie? J'ai plus 3 ans. Mais finalement, je l'ai vu je l'ai trouvé pour pas cher en seconde main, donc je me dis, je vais au moins regarder ce que c'est, juste jeter un coup d'œil. Et puis j'ai bien aimé ce jeu, je l'ai aimé tellement que je l'ai même accroché au mur, puis je me suis fait un petit meuble autour pour que n'importe qui puisse rentrer dans ma salle de jeu puis faire vite une partie de micro-macro. Je trouve que c'est tellement ingénieux d'avoir un peu toute la ligne de temps qui est dessinée sur la carte, d'avoir un peu l'évolution des personnages qui vont d'un point à l'autre. Donc, c'est vraiment... J'ai été bête de penser que c'était Où est Charlie? C'est pas du tout Où est Charlie. C'est vraiment plus complexe que ça. Puis je pense que c'est un de ces rares jeux que je me dis, ça c'est dans ma ludothèque, je pourrais le montrer à des enfants. J'ai pas énormément de jeux qui sont bons pour les enfants, mais ça, je pense que tu ailles 10 ans, 8 ans ou 62, je pense que ça peut être autant intéressant. Je pense que toi, tu peux plus m'en dire parce que j'imagine que tu as essayé avec tes filles, si je me trompe pas. Oui, exactement. Je l'ai aussi. Et ce jeu, c'est une vraie pépite. Alors, c'est vrai que certains disent oui, mais c'est sur des thématiques de crime. Ouais. Les raisons du crime, bah, il y a certaines fois, c'est le mari qui trompe sa femme. Enfin, voilà, c'est des thématiques qui ne sont pas forcément simples à aborder avec les enfants. Mais finalement, les enfants, eux, ce qu'ils aiment dans ce jeu, c'est rechercher, c'est fouiller dans cette immense carte, cette ville. Et puis après, on leur explique, et puis ils disent « Ah bah oui, tiens, j'ai trouvé le mort, il est là », mais au final, ça va pas beaucoup plus loin. Puis après, ça permet aussi d'avoir des petites discussions, et puis d'expliquer le pourquoi du comment, mais sans se prendre la tête. Et c'est vrai que c'est top, hein. On peut y jouer, on peut faire juste une petite mission solo ou partagée. Nous, quand je le fais avec mes filles, eh bien, si je vois déjà un peu à l'avance où est le personnage, je dis toujours, bah voilà, on attend d'avoir vu les 3. Et une fois que les 3 on a vu, bah on continue. Parce que c'est vrai que là, il peut y avoir tout d'un coup quelqu'un qui voit rien du tout, puis qui fait que suivre ce que montrent les autres. Et c'est vraiment un super jeu familial. Maintenant, bah, ils sortent ou ils vont sortir la suite. Elle est déjà arrivée. Voilà, la suite est arrivée dans les boutiques. Alors, est-ce que ça va vraiment être une évolution ou simplement une autre carte avec encore plus de dessins dessus? Je ne sais pas encore. Peut-être que toi, t'en sais Moi, plus. j'ai entendu justement à Vichy des gens dire, parce qu'ils l'avaient là-bas, j'ai pas trop regardé, mais apparemment, ils ont vraiment sorti une version supérieure de ce jeu. Donc, c'est pas simplement pour banquer sur le succès du premier. Apparemment, ils ont vraiment bien réfléchi. À voir, hein, j'ai pas testé, mais moi, c'est sûr que je vais me le procurer. Oui, puis en plus, Et c'est puis, le en genre plus de de jeu ça, qui est vraiment pas coûteux, donc non. tellement plaisant. Puis en plus, moi, franchement, je trouve que ça donne assez bien dans ma ludothèque d'avoir cette carte, donc je pense que si l'autre est à côté, ça va faire encore mieux. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui colorient la carte. Puis j'aimerais bien voir, je sais pas si... j'en ai pas trouvé sur Internet, mais j'ai entendu certaines personnes dire Ah oui, t'as pas vu la carte en ligne qui est tout coloriée. Si vous savez où trouver cette image-là, envoyez-moi-la sur Facebook. J'ai trop envie de voir ce que ça donnerait. Moi, franchement, j'ai pas la patience ni le talent. Mais je voulais justement te dire que dernièrement, j'ai dit à mes filles, bon, bah, sachez que dès qu'on a fini la dernière mission, la vôtre sera de dessiner entièrement la carte. Et elles ont quand même pris un peu peur. Surtout qu'elles ont un autre concept comme ça qu'on a ramené de vacances, alors qu'il n'est pas un jeu, mais juste un immense dessin en noir et blanc à colorier, et qu'elles le font assez régulièrement et qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Donc là, il y a eu ça a perlé sur le front. Puis je leur ai dit, mais non, on le laissera comme ça. Ton numéro 2, David? Mon numéro 2 est le jeu Red 7. Donc c'est un autre jeu de gestion de main de cartes et d'élimination, donc comme Love Letter. De nouveau, en principe, un style que je n'aime pas trop, ce côté élimination, mais Red 7, c'est tellement bon. C'est tellement bon, que ce soit à 2, 3 ou 4. C'est un jeu que je trouve magnifique, mais qui, de nouveau, quand on le voit comme ça, présenté, moi j'y ai joué pour la première fois sur BGA, un jeu qui est totalement abstrait.
je me disais, ouais, bof, est-ce que ça va vraiment me plaire? Et dès que j'ai commencé à y jouer, j'ai compris le principe, j'ai dit waouh, c'est génial, génial et original. Donc le principe, on a 49 cartes au total, elles ont toutes une couleur de l'arc-en-ciel, et elles sont numérotées de 1 à 7. Et chaque numéro de carte propose une condition de victoire. Et en fait, à chaque tour, donc chaque fois que c'est notre tour de jouer, on doit jouer une carte, et pour pouvoir rester en jeu, avec la carte que l'on a jouée, on doit être vainqueur sur la condition de victoire en cours. Voilà, on ne peut pas poser une carte en disant bon bah j'ai rien d'autre donc je joue ça puis je verrai au tour suivant ce que je vais jouer. Si on n'a pas un moyen de changer la condition de victoire ou de mettre une carte qui fait que la condition de victoire actuellement définie nous permet de remporter la partie, eh bien on ne peut pas continuer. Et donc on se retrouve avec de moins en moins de cartes, et c'est un jeu qu'il faut absolument tester. Je vous le conseille vivement. Et pourquoi Red 7 ? Moi, je connais pas. Alors pourquoi Red 7 ? C'est parce que le 7 rouge est la carte la plus forte, mais encore faut-il que la condition de victoire soit la carte la plus forte l'emporte pour que ton 7 rouge te permette de tenir la main. Donc ouais, un super jeu que tu retrouves aussi sur BGA, mais que je prends volontiers à l'occasion parce que oui, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est vraiment un super jeu où on enchaîne assez facilement aussi les parties. Et au début, il peut être un peu intimidant parce qu'il faut bien comprendre quel numéro propose quelles conditions de victoire, mais il y a trois niveaux dans le jeu, et le premier, c'est vraiment un niveau qui enlève un peu toutes les subtilités et qui permet d'entrer très facilement dans le jeu. Puis après, on rajoute très vite les deux niveaux suivants pour vraiment tirer parti de ce jeu. Mon numéro 1, ça va... Je pense qu'il y en a certains qui seront un peu insultés de le voir là. On aura peut-être le même, mais... hein? Attention. Peut-être. Non, mais je pense pas, parce qu'il me semble que j'étais déjà entendu dire que t'aimais pas trop ce jeu. Alors, mon premier, c'est Nidavellir. Un jeu qui est très populaire. Un jeu qui est très populaire, qui a fait le buzz l'année dernière. Pourquoi est-ce que je pourrais le mettre dans mes surprises ludiques? Il y a une petite histoire là derrière. L'année dernière, j'étais à Strasbourg avec des amis, donc je me suis dit, je vais vite passer au magasin Philibert. Et puis, quand j'étais là-bas, je voyais, il y avait un endroit où ça disait les meilleures ventes, et puis j'ai vu cette boîte que je ne connaissais pas du tout. Nidavellir, ça me dit absolument rien. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai pas un jeu de donjon dans dans ma ludothèque. Donc moi, je pensais vraiment pas que c'était un jeu avec des nains, de drafting de cartes, pas du tout. Je m'attendais vraiment à trouver un jeu un peu narratif. Donc c'est vrai que quand j'ai su ce que c'était, une fois que j'avais déjà fait mon achat, je me suis dit, mais j'ai tellement des jeux de drafting, ça va être quoi un de plus? Donc vraiment, j'ai failli le revendre directement. Et puis je me suis dit, je vais le tester quand même. Et puis après la première partie, j'en ai tout de suite fait une deuxième, une troisième. Quand je l'ai vu arriver sur BGA, j'étais tellement content. J'ai fait au-dessus de 300 parties, comme on en a parlé. C'est dans mon top 10 des jeux que j'ai chez moi. J'adore ce jeu, c'était mon jeu préféré de l'année dernière. Donc c'est sûr que pour moi, c'était une surprise. Après, c'est plus parce que j'étais pas instruit sur le sujet plutôt que de dire que je m'attendais à quelque chose de nul. Donc ça, c'était ma version de ma surprise ludique qui m'a fait le plus plaisir. J'ai tellement été content d'avoir donné une chance à ce jeu. Non, magnifique jeu. J'avais juste émis un doute sur la façon de devoir compter les points quand on y joue en vrai, car je n'y ai joué en ligne. Mais sinon, oui, j'adore ce jeu, et il paraît que l'extension amène encore quelque chose de plus, surtout, je crois, à 2 joueurs. Peut-être tu peux exact, ouais. Moi, je le conseille que avec l'extension à 2. Sinon, je trouve que c'est pas top. Ouais, ok, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Il va vraiment falloir aussi que ce jeu vienne compléter ma ludothèque prochainement. Ah oui, mais surtout avec j'ai vu justement à Vichy, il y avait le trésor royal avec les jetons de poker et tout. Moi, j'étais genre, j'étais tellement content d'avoir backé ce projet. C'est pas Benji d'ailleurs qui l'a aussi pris, hein, je crois, non?
Oui, je crois, ouais. On est deux, on est cinglés. On met 50 balles dans des pièces de poker, mais il vaut la peine, il vaut la peine. Si jamais j'avais pas dit pendant mon segment, mais Nidavellir, qui est bien sûr de Serge Laget. Donc voilà. À toi, David, ton numéro 1. Alors moi, pour mon numéro 1, et c'est un jeu qui fait partie de ton top jeu à 2 joueurs et qui est même en très bonne position. Il me semble que tu l'avais mis en 2e position. C'est Patchwork. Ah non, 3e. Ah, en 3e, bon, autant pour moi. Mais il était quand même bien placé, déjà dans un top 5, c'est bien. Ouais. Et donc, c'est le 2e jeu de Uwe Rosenberg que je place dans ce top 5 des bonnes surprises. Et là, de nouveau, c'est juste sur le pitch du jeu. Quand on sait que le jeu tourne autour de pièces de tissu à assembler, style à la Tetris, dans le but de gagner des boutons, et c'est celui qui a le plus de boutons à la fin qui gagne la partie, c'est vrai que si on s'arrête à ça, à moins d'être couturière éventuellement, je ne suis pas certain qu'on achète le jeu. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'avais gagné, entre guillemets, une sorte de tombola pour avoir soutenu une chaîne YouTube belge, là, 20 jeux. Durant le Covid, j'avais fait un don sur Tipeee ou une autre plateforme de ce genre, et en échange, il avait offert des jeux, et c'est un jeu que j'avais reçu à la suite de ça, et c'est tellement bien. C'est un jeu à 2, franchement, c'est un de mes jeux préférés. Et si j'avais fait le podcast pour le top des jeux à 2, je l'aurais mis en très très bonne position dans mon top 3, c'est certain également. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un kit de cartes Automa, parce que tu sais que j'aime bien aussi jouer seul. Il y a un défi que j'avais trouvé en ligne de Martin de la Société des Jeux qui fait beaucoup de défis solo, et j'avais déjà joué, et j'avais eu de la peine d'ailleurs à gagner à son défi solo. Et il y a un kit de cartes Automa officiel qui existe, alors que j'ai dû commander en Allemagne parce qu'il est introuvable ici, donc les frais de port ont été plus chers que le tas de cartes qui devait être 2,50 €. Mais c'est top parce que ça permet de sortir ce jeu même tout seul, on le sort rapidement, et il y a des défis avec des niveaux différents, et c'est très simple à jouer, il n'y a pas du tout de texte, hein, donc version allemande, vous trouvez les règles d'ailleurs en anglais en ligne, ou même traduite en français sur un blog dont je ne me rappelle plus du nom. Donc c'est vraiment un super jeu, et voilà, comme il a fait partie de ton top 2, je ne te demande ton top 5 de jeux à 2, pardon, je ne te demande pas si tu l'as aimé, parce que tu l'as adoré certainement tout autant que moi, j'en suis sûr. Oui, j'adore ce jeu. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué que je l'ai prêté à quelqu'un, je me souviens plus qui, et puis j'ai peur que je le retrouverai jamais. Donc voilà, c'était tout pour nos surprises ludiques. N'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos surprises ludiques. C'est sûr que ça nous intéresse à fond. Donc, soit via la page Facebook ou sur Gmail @jouton@gmail.com. Et puis, juste avant de partir, je te laisse, David, une petite conclusion, un petit jeu qui te fait de l'œil ces temps-ci. Est-ce que tu as quelque chose? Oui, alors il y a 2 jours, je t'aurais dit Red Rising, parce qu'en plus je suis jaloux parce que tu l'as, et moi pas encore, mais j'ai changé d'avis hier quand j'ai découvert la future naissance de Seven Wonders Architect. Très franchement, j'étais totalement passé à côté de cette nouvelle version de Seven Wonders, et en creusant un petit peu, elle me fait penser à Agricola Family, donc la version plus grand public d'Agricola que j'avais aussi acheté pour jouer avec mes filles, mais qui est plus compliqué quand même qu'il a été annoncé. Mais voilà, c'est vraiment sur la thématique de Seven Wonders, un jeu qui a l'air très accessible, des parties assez courtes, 25 minutes, dès 8 ans, de 2 à 7 joueurs, toujours les mêmes personnes derrière, donc Antoine Boza. Et l'objectif, c'est d'être le premier à construire sa merveille en collectant des ressources, en développant sa puissance militaire, en recherchant des améliorations scientifiques. Donc on retrouve vraiment tous les principes de Seven Wonders. Et à voir, il a l'air beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Donc je me réjouis en tout cas d'en savoir plus, parce que c'est vrai que Seven Wonders Duel, oui, et je peux le sortir souvent. Seven Wonders, je ne le sors
pas aussi souvent que je l'aimerais. J'y ai plus joué avec une boîte d'un ami, chez un ami, qu'avec ma propre boîte de l'édition anniversaire collector avec les cartes brillantes. Et ce Seven Wonders Architect, très franchement, je me réjouis. Et un jeu en plus qui se joue comme ça jusqu'à 7, et je suis persuadé qu'il doit être bien fun aussi à un grand nombre de joueurs. Je recherche ce genre de jeu pour jouer avec un grand groupe d'amis. Donc on verra. Réponse en principe le mois prochain. Donc voilà, c'était Seven Wonders Architect pour le jeu qui me fait de l'œil cette semaine. Ouais, en plus, moi, j'ai eu contact avec Yellow qui disait qu'il allait m'envoyer une boîte sous peu. Donc, on pourrait le tester ensemble si tu veux. En même temps que juste avant ou après Red Rising, tiens. En plus, 25 minutes. Et puis tous les autres jeux qu'on a parlé pendant le podcast. Exact, ouais, alors ça, c'est les piles. Hein, comme d'autres disent, on met sur ou sous la pile, on verra. Ouais, c'est ça. Bon, moi, mon petit jeu de la fin, je sais que Benji va rire de moi parce qu'il trouve toujours que je prends des jeux avec des thématiques un peu bizarres. C'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter qui s'appelle Dog Park. Et puis, c'est l'histoire de toi qui dois aller promener ton chien au parc à chiens. Voilà. Voilà le pitch. Moi qui est fan d'animaux, si vous regardez mes vidéos sur YouTube assez souvent, vous verrez que souvent je mets mon petit caniche là-dedans, ma petite Junie. Donc, je sais pas, j'ai vu ce jeu-là, puis je me suis dit pourquoi pas, les dessins ils ont l'air magnifiques. Et j'ai vendu le pitch à ma femme en disant toi, j'achète ce jeu-là pour toi. Et puis elle m'a dit arrête de dire ça, c'est clairement pour toi que tu achètes ça. Donc, elle a vu au travers de ma ruse. Donc c'est un jeu qui s'appelle Dog Park. C'est un couple qui l'a créé, Jack et Lottie Hazel. Il est en train de faire un gros succès sur Kickstarter. Il est même à 1000% en ce moment de fundé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retrouvent un peu un petit vibe, une petite ressemblance à Wingspan, dans le sens que chaque carte va être une race de chien différent, et puis il va y avoir un peu de drafting de cartes et tout. Par contre, il m'a l'air beaucoup moins complexe, bon, pas complexe, mais beaucoup moins avancé, disons, que Wingspan. Mais bref, moi j'aime bien avoir des jeux qui ont des belles cartes puis qui ont des thématiques un peu originales. Puis j'avoue que j'ai pas de jeu qui parle des chiens, puis j'adore les chiens. Donc voilà, j'ai fini de me défendre. C'est parfait, écoute, voilà, en tout cas ça sera pas une excuse d'oublier de sortir ton chien en vrai, hein. Puis, c'est ça. Mais j'en avais pas du tout entendu parler. Je sais qu'il y a un petit jeu, un casse-tête aussi, où on a des chiens au bout d'une laisse de différentes grandeurs qu'il faut pouvoir poser dans certaines positions, comme pas mal de petits casse-têtes, qui avaient l'air assez fun aussi. Donc voilà, si jamais. Idée cadeau pour Noël, si vous nous écoutez, pour Mathieu. Si vous retrouvez ce jeu dont je parle, ce petit casse-tête, n'hésitez pas à l'offrir à Onjoutu avec des chiens au bout de laisse de différentes couleurs. Voilà. Ouais. Voilà, donc juste avant de partir, petite annonce que la semaine prochaine, il va y avoir une formule un peu différente. Donc David et Benji vont prendre une petite pause parce qu'ils vont nous revenir en force la semaine d'après. On sera les trois ensemble, on va tester, voir quel genre de chaos on peut créer à trois. Donc la semaine prochaine, on va avoir une petite formule différente. J'aurai un petit invité surprise. Je vous garde le suspense. Donc la semaine prochaine, j'aurai un invité spécial qui n'est pas David et pas Benji. Et puis nous, on va vous revenir dans 2 semaines pour parler de projet Kickstarter. Et puis, c'est là qu'on va vraiment pouvoir en parler parce que j'imagine que d'ici là, j'aurais pas que backé un jeu sur des chiens dans un parc à chiens. Et là, c'est vrai que là, on a battu la durée de l'épisode. Et je crois que pour le Kickstarter, quand on sera les 3, ça risque d'être passionnant et de prendre du temps, donc je m'en réjouis beaucoup et je ne dirai pas qui est l'invité surprise de la semaine prochaine. Mais c'est quand même c'est un bon invité. Une belle surprise. J'en reviens pas qu'ils ont accepté ça, quoi. Il n'y aura pas d'accent suisse cette fois-ci. Non. Mais non. Voilà. Belle surprise. Voilà. Alors, merci beaucoup David. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Onjoutu. Yes sir.